Rappel du cours vu en préparation de TP série 2 et lors de la correction de TP série 2 au sujet des TP BCD 300 et MP 77 qui portent sur des pompes. Nous avons vu ensemble que nous avions la possibilité de créer l'image hydraulique ou aérolique, si on est sur des ventilateurs, d'un réseau. Cette image hydraulique a cette forme lorsque nous plaçons cette image dans un graphique d'abscisse débit volumique en bas et en ordonnée la hauteur manométrique. Nous obtenons cette courbe. Nous avons vu la méthode pour tracer cette courbe de réseau hydraulique dans la préparation de TP série 2. Nous avons vu que cette courbe caractéristique ne pouvait avoir que cette allure parabolique. Si on trouve une droite linéaire ou une autre forme, nous nous sommes trompés dans la création de cette courbe. Cette courbe va représenter l'évolution de la perte de charge de notre réseau hydraulique ou aérolique en fonction de l'évolution des débits volumiques. Là, on voit que plus on augmente le débit volumique, plus la hauteur manométrique et donc la résistance au passage de l'eau dans le circuit, ce qu'on appelle la perte de charge, va augmenter. La perte de charge totale du réseau va être égale à la différence de pression qu'il y a aux bornes du circulateur ou de la pompe, si on a une pompe, ou du ventilateur. Soit à l'installation suivante, on a une pompe ou un circulateur ou un ventilateur, on a le même symbole pour ces trois machines, placées sur un réseau d'entrée A et de sortie B. Nous avons un manovacuomètre en amont et un manomètre en aval. Et la différence de pression que nous allons avoir entre P1 et P2 va nous donner la hauteur manométrique totale de la machine qui va être égale à la somme des pertes de charge du réseau qui va de A à B. On pourra noter que dans cet exemple, l'altitude des points A et B est identique. Là, si on fait la pression en A en lien avec le schéma que l'on vient de voir, on constate que PA moins P1, ça va être égal à la somme des pertes de charge qu'il y a dans le tronçon 1. P2 moins PB, donc P2 moins PB, les pertes de charge dans le tronçon 2. Et on constate que P2 moins P1, que l'on relève grâce au manomètre et au manovacuomètre, c'est égal à la HMT, la hauteur manométrique totale de la pompe, et qu'en même temps, c'est égal à la somme des pertes de charge des deux tronçons, le tronçon 1 et le tronçon 2. Donc, la hauteur manométrique totale est égale aux pertes de charge totales du réseau allant de A à B. Nota. Alors attention, une hauteur manométrique totale, HMT, ou HM, une hauteur manométrique, s'exprime en mètres de colonne de fluide. Ici, je vous ai marqué MCF, mètre de colonne de fluide. Mais le terme HM, hauteur manométrique, est souvent utilisé pour désigner la différence de pression aux bornes d'une pompe, quelle que soit l'unité des appareils de mesure. En effet, dans le langage courant, on peut entendre la hauteur manométrique de la pompe est de 2 bars. Alors, c'est pas très cohérent puisqu'une hauteur manométrique est en mètres de colonne de fluide. Alors, si on applique ça à un fluide qui est de l'eau, on va avoir des mètres de colonne d'eau. Et on nous dit que c'est équivalent à 2 bars. Une hauteur manométrique égale 2 bars. Et c'est pas cohérent puisque une hauteur manométrique doit être exprimée en mètres de colonne de fluide. Mais dans le langage courant, on entend très régulièrement ça, même sur Internet, on peut le trouver dans des documents. Donc, ne soyez pas perturbés si on vous parle de hauteur manométrique en bar ou en pascal ou je ne sais quelle autre unité de pression. Donc, ce n'est pas correct au niveau des unités du système international, les unités SI. La hauteur manométrique d'une pompe est souvent exprimée avec une autre unité que des mètres de colonne de fluide dans les documents techniques et la littérature au sujet des pompes. Par exemple, en pascal, en bar.
retenez bien que normalement, une hauteur manométrique doit être exprimée en mètres de colonne de fluide. Si on étudie du sirop d'érable, eh bien, on aura des mètres de colonne de sirop d'érable. Si on, 1, 2, 3. Si on étudie de l'eau glycolée, eh bien, on aura des mètres de colonne d'eau glycolée. Si on étudie du mercure, eh bien, on aura des mètres de colonne de mercure. Image d'une pompe ou d'un circulateur ou d'un ventilateur. Nous avons vu en préparation de TP série 2 et dans sa correction que l'allure d'une courbe de pompe ou d'une courbe de ventilateur ou d'une courbe de circulateur avait cette allure-là. On a une courbe qui va descendre. On constate que plus on augmente le débit volumique qui traverse la pompe, plus la hauteur manométrique de la pompe va chuter. On notera qu'il faudra plutôt utiliser la désignation HM au lieu de H pour la hauteur manométrique et QV au lieu de Q pour désigner le débit volumique. En effet, sur ce schéma que j'ai récupéré dans un livre, il est indiqué H pour HM et Q pour QV, ce qui n'est pas cohérent par rapport aux désignations qu'on utilise pour désigner des grandeurs physiques dans l'énergie. HM, c'est pour hauteur manométrique, et QV, c'est pour débit volumique. Là, ici, H et Q, c'est utilisé très couramment dans la littérature, mais ce n'est pas tout à fait juste. 3. Le point de fonctionnement. On a vu que si on mesure le débit volumique de la pompe sur un circuit et sa hauteur manométrique, comme ce que vous avez fait lors des TP, ici vous avez fait ceci, vous avez pu mesurer le débit volumique qui traverse le circuit grâce à un débitmètre qui est placé sur l'installation, et vous avez pu mesurer la hauteur manométrique de la pompe grâce à des appareils de mesure de pression en amont et en aval, qui vous ont permis de placer un point sur la bague constructeur de la pompe. Ce point, normalement, doit tomber sur la courbe de pompe que vous êtes donnée par le constructeur. Et ce point de fonctionnement doit être aussi sur la courbe de réseau hydraulique ou aérolique que vous avez tracée suivant la méthodologie vue en préparation de TP série 2. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, cette intersection, ici, vous donne le point de fonctionnement de votre pompe sur votre réseau. En 4, nous allons revoir la détermination d'une courbe de réseau. Nous avons vu que cette courbe de réseau pouvait être définie grâce à la formule HM égale A fois QV au carré. Attention, afin de tracer cette courbe, il conviendra d'utiliser les unités des grandeurs physiques qui sont sur le document constructeur de la pompe. En effet, regardez sur ce document constructeur, vous avez QV qui est exprimé en mètres cubes par heure. Donc, dans cette équation, pour trouver la constante A, il faudra utiliser des mètres cubes par heure. Sur ce document, la HMT est exprimée injustement en kilopascal et il faudra bien utiliser des kilopascals dans cette équation pour définir la valeur de la constante A. Comme ça, lorsque vous allez ensuite, à partir de la constante A qui a été trouvée, trouver les valeurs de HM pour chaque QV que vous allez vouloir tracer, vous allez ensuite obtenir une HMT qui sera exprimée en kilopascal et vous aurez plus de facilité pour reporter ça sur le document constructeur. Voici un autre document constructeur où on voit que la hauteur manométrique est exprimée en mètres. Alors, ce n'est pas clairement indiqué de ce côté-là, mais là, ici, il y a marqué NPSH. Alors, on le verra plus tard, c'est Net Pressure Suction Head qui est exprimé en mètres. Donc là, c'est forcément des mètres. En tout cas, il faut l'espérer. Et en abscisse, vous avez un QV qui est exprimé en mètres cubes par heure. Alors, vous pouvez constater que
sur le document constructeur, l'unité mètre cube par heure est collée au Q. Du coup, on pourrait penser que ce sont des QM cube par heure, hein, c'est un peu bizarre. Le constructeur aurait dû marquer QV exprimé en mètres cubes par heure. Donc dans cet exemple-là, pour tracer la courbe de réseau, on utilisera bien les unités qui sont exprimées sur ce document constructeur pour pouvoir ensuite facilement reporter les coordonnées trouvées grâce à la méthode qu'on a vue en cours. Cette méthode, eh bien, la revoilà à nouveau, je vais vous la montrer. À partir de cette équation qu'il faut connaître par cœur, où je vous indique HM, c'est la hauteur manométrique, QV, c'est le débit, et la constante A, qui peut être exprimée soit par alpha, Z, K, ou peu importe, hein, c'est une constante, qui dépend uniquement du réseau sur lequel vous travaillez. Alors, comment fait-on pour trouver cette fameuse constante A? Eh bien, à partir de l'équation que l'on connaît par cœur, on la transforme pour exprimer A en fonction de HM et QV carré. On pourra noter que l'unité de A, au niveau des résultats, lorsqu'on annonce voilà, la constante A à telle valeur, on n'indique pas l'unité. C'est une constante qui est annoncée sans unité. Mais il y a bien une unité et cette unité va dépendre des unités que l'on utilise dans l'équation. Là, par exemple, j'ai utilisé une unité pour la hauteur manométrique en kilopascal et mon débit volumique est en mètre cube par heure. Donc, l'unité de A, dans mon exemple, ce sont des kilopascals par mètre cube par heure. 5. Maintenant que vous avez défini la constante A, il va falloir déterminer la valeur de HM pour les valeurs de QV qui nous intéressent. Par exemple, si je veux tracer une courbe de réseau sur cet abac, je constate que mon débit volumique, alors le débit volumique de cette pompe, va de 0 m3 par heure à 200 m3 par heure. Et même, vous voyez, suivant la roue qui est utilisée, le diamètre de la roue, on n'arrive même pas à 200 m3 par heure. Donc ça ne sert à rien de faire varier mon débit volumique pour tracer ma courbe de réseau de 0 à 600 m3 par heure. Au maxi, j'ai 200 m3 par heure ici. Et ensuite, je ne vais pas faire varier mon débit volumique que de 0 à 40 parce que je vois que ça peut aller jusqu'à 200 et que peut-être que ma courbe va passer dans cette zone ici. Donc je ne vais pas me contenter que de tracer un petit bout qui est là. Si on regarde l'exemple qui est ici, l'exemple 1, je vois que le débit volumique de cette pompe va de 0 m3 par heure à un peu moins de 10 m3 par heure. Donc ça ne sert à rien de faire varier mon débit volumique à plus de 10 m3 par heure pour cet exemple. Donc, lors de l'étape 1, nous avons défini la constante A. Alors attention, on n'oublie pas de mettre le débit volumique au carré. C'est ce que je vous ai marqué là. Si vous ne mettez pas le carré dans l'équation, ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé. On se retrouve, lorsqu'on va tracer notre courbe, avec une droite. Si on a une droite, c'est qu'on a oublié le carré. Donc si vous obtenez une droite, vous vous êtes trompé et dites-vous « Ah, j'ai oublié de mettre le carré ». Imaginons, nous avons un débit volumique de 5 m3 par heure, une hauteur manométrique de 10 mètres de colonne d'eau. Donc la valeur de la constante A, ça va être 10 divisé par 5 au carré, ça nous donne 0,4. Maintenant, l'étape 2, ça va être de faire varier mon débit volumique. Alors je vais définir le pas et de quelle valeur à quelle valeur je vais faire varier mon débit volumique en regardant ma courbe de pompe. Là, ici, c'est un exemple où je n'ai pas de courbe de pompe et je vous montre, je fais varier de 0 à 0,75 m3 par heure. Comme vu en préparation de TP, utilisez la fonction tableur de votre calculatrice afin de gagner du temps. Donc, vous rentrez votre équation. Vous n'allez pas marquer HM égale A fois QV carré. Vous marquez Y égale
la valeur de A, donc 0,4, fois x au carré, et vous demandez à votre calculatrice de faire varier la valeur de 0 à 0,75 avec un pas de 0,25. De 0 à 0,25, il y a 0,25. De 0,25 à 0,5, il y a 0,25, etc. Et normalement, vous allez le faire, ça doit vous donner ces valeurs-là. Ces valeurs en rouge que vous avez trouvées ici, vous les reportez dans un graphique et vous devez avoir l'allure tant attendue de cette courbe. Et bien, par analogie, vous allez me faire ce TDD1. Je vous donne la perte de charge d'une canalisation hydraulique. Je vous donne le débit volumique à assurer. Vous allez me tracer sur la feuille de papier millimétré que je vous donne après et sous Excel la courbe de réseau hydraulique étudiée. Voici le TD2. Je vous fournis ce schéma de principe que nous allons étudier ensemble. C'est le schéma de principe d'une installation de chauffage dans un pavillon. Vous avez un réseau sud, un réseau nord. Nous avons ici la production d'énergie qui est une chaudière. Nous avons ici la distribution de l'énergie qui est assurée par un circulateur. Et nous avons ici l'émission de l'énergie qui est assurée par un ensemble de radiateurs. L'eau chaude est produite par la chaudière et va ensuite être dispatchée sur deux réseaux, un réseau sud et un réseau nord. Dans chaque réseau, vous allez avoir une répartition du fluide qui va être de cet ordre. On voit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le circuit, nous avons le débit volumique qui va diminuer. En effet, ici, il faut un débit volumique suffisant pour alimenter 4 radiateurs. Ici, vu qu'une partie du débit est partie dans le premier radiateur, on va avoir un débit qui doit être capable d'assurer l'alimentation de ces 3 radiateurs, donc il est plus faible qu'avant. Et plus on avance, quand on est ici, eh bien, on doit être capable d'alimenter ces 2 radiateurs. Et on arrive au tronçon final où, dans ce tube, eh bien, il n'y a plus que le débit nécessaire à ce radiateur. Donc le débit volumique, par exemple, total que doit assurer le circulateur qui est ici, il est égal à l'ensemble des débits qui vont alimenter ces 8 radiateurs. En 1, nous avons un circulateur. Ce n'est pas une pompe car nous avons ici un circuit qui est fermé. Le circuit hydraulique est fermé et n'est pas en contact avec la pression atmosphérique extérieure. Si nous avions cette configuration-là, nous aurions une pompe ici, ça serait une pompe, car nous avons un circuit qui est dit ouvert, où vous allez avoir la pression atmosphérique qui est exercée sur le fluide qui est présent dans les 2 bacs. Vous pouvez noter que le symbole utilisé par le circulateur n'est pas tout à fait juste. Ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est ceci. Quelle est la fonction de ce circulateur? Eh bien, c'est de faire circuler le débit volumique d'eau chaude nécessaire dans l'ensemble du réseau hydraulique afin de distribuer la puissance nécessaire à tous les radiateurs. Si on veut définir le débit volumique à assurer ici et qu'on connaît la puissance à fournir sur l'ensemble des radiateurs, eh bien, on peut faire la puissance de tous les radiateurs. Ça va être le débit volumique que nous avons au niveau du tronçon AB fois la masse volumique de l'eau qui est utilisée fois la chaleur massique de l'eau qui est utilisée et fois la différence de température que l'on va avoir sur les radiateurs entre l'entrée
et la sortie du radiateur. Et on peut avoir la même réflexion sur la chaudière en écrivant que la puissance de la chaudière, ça va être égal au QV qu'il y a en la baie fois la masse volumique de l'eau fois la chaleur massique de l'eau fois la différence de température qu'il y a aux bornes de la chaudière. En deux, vous avez une vanne d'isolement. Cette vanne va vous permettre, lors d'une intervention sur le circulateur, d'isoler le circulateur. Alors bien sûr, il en faut une autre en amont du circulateur. Et on va pouvoir déconnecter le circulateur du reste de l'installation. Et on va pouvoir donc du coup en assurer la maintenance sans avoir à vider l'eau de toute l'installation. En 3, nous avons un vase d'expansion. Ce vase d'expansion, il va vous permettre d'accueillir le volume de l'eau qui s'expanse lors de la montée en température de l'eau de chauffage et ainsi d'éviter une montée en pression du réseau hydraulique, ce qui pourrait engendrer des fuites d'eau au niveau du système. En 4, vous avez un T de réglage ou un T d'équilibrage qui est à la sortie du radiateur 3. Alors, vous avez le même T de réglage sur chacun des radiateurs qui sont dans cette installation. Ce T de réglage ou d'équilibrage va nous permettre de régler le débit volumique qui va traverser chacun des radiateurs afin d'avoir la bonne puissance au bon endroit. Comme on sait que P est égal à ρ fois QV fois C fois delta θ, si la puissance de ce radiateur est de 1180 watts, pour compenser les déperditions de la chambre 3 qui sont estimées à moins 1180 watts, eh bien, il va falloir régler le bon débit sur ce radiateur. Et il ne s'agit pas d'avoir un débit trop faible qui va faire qu'on n'aura pas la bonne puissance. Et le débit qui traverse le radiateur de la chambre 3 est forcément différent du débit qui traverse le radiateur de la salle de bain, qui là doit avoir une puissance de 600 watts parce que les déperditions de cette salle de bain sont estimées à moins 600 watts, ce qui est différent des déperditions de la chambre 3. Si on n'a pas la possibilité d'adapter le débit dans chaque radiateur, eh bien, on va avoir des débits volumiques dans les radiateurs qui ne correspondent pas aux débits volumiques qu'on devrait avoir et qui découlent de la puissance à installer. Et on va avoir ce qu'on appelle un réseau qui est déséquilibré. On va avoir des débits volumiques qui ne sont pas adaptés en fonction des radiateurs. Et on pourra très bien avoir une grosse puissance ici parce que y a un débit volumique qui est très important parce que c'est un réseau hydraulique qui passe par là, qui comporte moins de pertes de charge que le réseau hydraulique qui va au radiateur du fond. Et on va avoir, par exemple, très chaud dans ce local et très froid dans ce local parce que ici, le débit volumique qui restera sera trop faible. En 5, nous avons un radiateur. Ce radiateur, eh bien, il permet de transférer la chaleur contenue dans le fluide caloporteur, qui là est l'eau, à l'air de la pièce afin de chauffer cette dernière. Nous avons de l'air ici qui va passer sur ce radiateur et ce radiateur, c'est un échangeur qui va nous permettre de transférer l'énergie contenue dans l'eau à l'air. En 6, nous avons une vanne de pression différentielle. Cette vanne de pression différentielle va nous permettre de bypasser le fluide caloporteur du réseau de départ jusqu'au réseau de retour d'eau chaude, dans le cas où les robinets thermostatiques qui sont placés en amont des radiateurs soient fermés. En effet, ces robinets thermostatiques mesurent la température ambiante autour du radiateur, va comparer cette température ambiante à la consigne qui est réglée sur le robinet thermostatique. Et en fonction de ça, le robinet thermostatique va s'ouvrir pour laisser placer plus d'eau chaude ou se fermer pour moins laisser passer d'eau chaude
pour adapter la puissance émise par le radiateur aux déperditions du local. Imaginons, nous arrivons en température pour ce local. Le robinet va se fermer. Il se passe la même chose pour tous les autres émetteurs. Eh bien, nous retrouverons avec un circulateur qui va vouloir envoyer de l'eau, mais tous les radiateurs sont fermés. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le circulateur va touiller l'eau. En effet, si je vous représente une turbine, vous avez l'eau qui arrive ici et qui ressort par là, au niveau de la turbine. Si ici, le débit volumique ne peut pas être envoyé parce que les robinets thermostatiques de tous les radiateurs sont fermés, eh bien, vous allez avoir la turbine ici qui ne va pas être bloquée comme si on avait un moteur électrique avec un arbre et on saisissait l'arbre pour le bloquer. Là, la turbine va continuer à tourner et va brasser l'eau. Alors, contrairement à ce qu'on entend souvent, ça ne va pas faire forcer la turbine et abîmer le moteur électrique. Au contraire, on se rend compte que la puissance absorbée par le circulateur va diminuer. On va se retrouver avec de l'eau qui ne circule pas et cette eau participe au refroidissement de la turbine et du moteur électrique qui est placé sur ce circulateur. Si l'eau ne circule plus, on va avoir un refroidissement qui va diminuer et c'est là où on risque de détériorer le circulateur parce qu'il va trop chauffer. Donc cette vanne différentielle va mesurer la pression en amont et en aval des deux réseaux, le réseau sud et le réseau nord. Et si cette différence de pression atteint une valeur qui est réglée sur la vanne de pression différentielle et qui correspondrait au fait que beaucoup des émetteurs sont fermés, les vannes thermostatiques sont fermées, eh bien cela va créer un bypass de l'eau comme ceci. Et l'eau va continuer de circuler et cela va permettre de refroidir correctement le circulateur. En 7, nous avons un brûleur. Ce brûleur permet la combustion du comburant et du combustible afin de créer des fumées qui vont ensuite passer sur l'échangeur qui est placé dans la chaudière afin de lui transférer de la chaleur et de chauffer le fluide caloporteur qui va être ensuite envoyé sur les émetteurs. En 8, vous avez la chaudière. Cette chaudière permet de contenir le corps de chauffe qui est traversé par les fumées produites par le brûleur, et ceci afin de chauffer l'eau qui va ensuite être envoyée sur les émetteurs. En 9, vous avez un aquastat. Cet aquastat permet de réguler la température de départ de l'eau chaude en agissant sur la puissance du brûleur, soit en tout ou rien, si on a besoin de 100% de la puissance, on l'allume, si on n'a plus besoin de puissance, on l'éteint, ou soit en 3, soit en modulant la puissance de ce brûleur, en faisant varier par exemple le débit de fuel ou de gaz qui est brûlé. Ici, je vous définis le QM1 comme étant le débit massique du réseau nord. Ici, vous avez le tronçon qui alimente le réseau nord. QM2, le débit massique du réseau sud, qui est ici. QM3 correspond au débit massique total qui est envoyé par la chaudière. Eh bien, ce QM3 est égal à QM1 plus QM2. Des calculs de perte de charge ont été effectués par un bureau d'études et le circuit le plus défavorisé a été défini comme étant celui qui va de la chaudière jusqu'au radiateur de la chambre 1. Ce radiateur de la chambre 1 fait partie du réseau tronçon sud. Tracé sur le schéma de principe, le parcours du fluide aller-retour dans le circuit le plus défavorisé. Voici le détail des calculs de perte de charge qui ont été effectués pour le tronçon sud. Vous avez ici le détail des tronçons qui ont été utilisés. Vous pouvez les retrouver sur le schéma de principe. Vous pouvez voir sur le schéma de principe ici le point A, le point B
C, D, E, F, etc. Ici, pour le tronçon AB, on constate que le débit volumique a assuré de 0,56 m3 par heure. Ici, il y a un ensemble de données comme le diamètre du tube intérieur, la vitesse du fluide qui circule dans le tube. Ici, vous avez un coefficient J qui vous donne les pertes de charge par mètre. Ici, vous avez les pertes de charge linéaires. Ici, les pertes de charge singulières. Donc, je vous rappelle que les pertes de charge linéaires, c'est toutes les longueurs droites. Je vous rappelle que les pertes de charge linéaires, ça correspond aux pertes de charge occasionnées par les longueurs droites de tube. Ici, vous avez les pertes de charge singulières. Je vous rappelle que ça correspond aux pertes de charge de tous les accidents qu'il y a sur le parcours du fluide, comme des coudes, des T, des dérivations, etc. Ici a été calculée, grâce à une formule qui ne vous est pas indiquée là, la perte de charge totale. On a ajouté en fait les pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Eh bien, je vous propose de me donner l'équivalent en mètres de colonne d'eau pour chacun des tronçons qui sont présents sur le tronçon sud. Reportez sur la courbe de pompe située à la page suivante, donc ici, la courbe du réseau hydraulique étudié.